D'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Là, je vous déplace vraiment dans l'autre partie de la sphère de la recherche. Et je vais vous présenter donc la crise des opioïdes avant et après la COVID. J'imagine que je fais ça. Est-ce que ça tourne aussi en Zoom? Oui. Les divulgations, je veux reconnaître le territoire sur lequel on est, qui c'est le territoire traditionnel et non cédé des Kanen'kehá:ka, qui sont les Mohawks. Donc, l'initiative canadienne, moi j'ai suivi les instructions, l'initiative canadienne de recherche en abus de substances, c'est un réseau national de recherche en intervention pour les gens qui consomment. C'est un réseau qui est interdisciplinaire, mais qui comprend des chercheurs, des cliniciens, des personnes de la communauté, aussi des décideurs. Et les objectifs sont très concrets dans la mesure où c'est d'identifier et de tester des interventions cliniques et de prévention pour vraiment changer et transformer les pratiques et transformer les systèmes et de fournir donc des données probantes aux décideurs. Ce réseau-là a été débuté en 2015, est un réseau particulier dans la mesure où il y a une structure différente, où il y a 5 pôles régionaux qui sont autonomes et qui ont des objectifs spécifiques et en fonction des forces et de la capacité de construire la recherche dans ce domaine qui était spécifiquement au Canada pas très bien organisé. Et on a un certain nombre de programmes nationaux et actuellement, l'essai clinique qui est en préparation, c'est sur la listamпhétamine pour le traitement des troubles d'usage des stimulants. Bon, c'est pour dire. Hein? Je vais vous parler donc brièvement de la crise des opioïdes, des approches de traitement, des effets et des adaptations. Et ça va vous illustrer un peu comment un réseau comme le nôtre doit prendre des opportunités pour les amener quelque part dans un pays qu'on dit souvent un pays de projets pilotes sans trop d'évaluation de ce qui se passe. Donc, ça, vous connaissez bien cette slide, mais je veux vous rappeler qu'il y a eu plus de 32 000 décès des opioïdes. Je regardais tantôt, c'est 52 000 décès total au Canada pour la COVID. Et il y a eu 32 000 décès au Canada pour d'overdose d'opioïdes. Vous voyez que c'est beaucoup plus dans l'Ouest, mais il y a personne qui est protégé. Et malheureusement, ce que vous voyez ici, c'est que jusqu'en 2019, on dirait qu'il se passait quelque chose et qu'on réussissait à faire. Mais depuis la COVID, il y a une augmentation qui continue d'ailleurs en 2023. Ça, c'est la crise au Québec. Et ce que vous voyez, la ligne orange, c'est 2022. Alors, on n'est pas non plus en contrôle ici. Il y a une augmentation du fentanyl d'à peu près 3 fois ce qu'on voyait en 2019 dans les doses qui sont testées. Donc, on n'est pas... Donc, on est dans la neuroscience. Je me suis dit, j'aurais au moins une molécule. Ça, c'est les traitements agonistes aux opioïdes en 20 secondes. Le traitement de choix pour les troubles d'usage d'opioïdes, c'est ce qu'on appelait la substitution, mais d'utiliser des agonistes. Les 2 agonistes qui sont les plus utilisés dans le monde, quand ils sont utilisés, c'est la méthadone, synthétisée en 1937, disponible depuis les années 60, et la buprenorphine, synthétisée dans les années 60, disponible depuis 2007 avec la naloxone. Vous voyez ici où est-ce que je m'en vais. On est loin des avancées de la médecine personnalisée dans notre domaine. Hein? Ceci étant dit, le Canada a quand même eu une approche proactive pour le traitement des surdoses d'opioïdes. Puis je vous ai mentionné ici l'exemption pour les sites de consommation supervisée. On a maintenant au Canada, dans à peu près toutes les provinces, des sites d'injection supervisés. Au Québec, à Montréal, on en a 4. La modification de l'article de loi 56. Le 56, c'est pas important, mais maintenant, tous les médecins dans le Canada ont le droit de prescrire de la méthadone, de la buprenorphine, sans permis, sans rien de particulier. Et on a quand même l'accès à des molécules injectables au Canada. Ce qui a fait que l'ICRAS a publié aussi des lignes directrices nationales
pour aider les provinces et juridictions à organiser leurs services avec des données probantes et aussi dans un langage qui interpellait la première ligne pour avoir un accès important à ces traitements-là, où c'est la plus grande barrière finalement. Donc, je vais vous présenter 2 études qui ont été faites pendant la COVID et qui vous montrent l'agilité nécessaire dans une période où le 13 mars 2020, tout a fermé. Les personnes qui viennent nous voir, nous, ont pas 2/3 n'ont pas de téléphone cellulaire constant. Les services, ils sont souvent désinsérés des services cliniques habituels. Et là, vous voyez que pour les services d'injection supervisée, on a une vague de fentanyl, mais 3 sur 4 ont fermé pendant un certain temps, puis les autres ont eu une capacité diminuée. Alors, une des choses qui nous intéressait, nous, c'est de voir quels étaient les changements de l'utilisation de ces services compte tenu de cette interruption importante. Donc, on a fait une analyse de série temporelle interrompue. Et ce qu'on voit ici, évidemment, ce qu'on pouvait comprendre, c'est que le 13 mars, on a eu une diminution des visites, mais comme on voit, il y avait une augmentation lente du nombre de visites par mois qui est demeurée la même. Et ce qui est aussi intéressant et épeurant, d'une certaine façon, c'est que ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu une augmentation notable de gens qui s'injectaient des opioïdes après le 13 mars. Et quand on parle des opioïdes traditionnels qui ont diminué, c'est l'héroïne. Puis les opioïdes ici dans le bas, qui sont les synthétiques, ben ça, c'est le fentanyl et les autres opioïdes de prescription. Donc, on a eu un changement du marché qui est en fait associé aussi à des risques beaucoup plus importants. Il y a eu ce qui s'est passé au Canada avec la crise des opioïdes, c'est qu'il y a un moment où les gens ont dit qu'il faut faire quelque chose. Il y a eu des guidelines pour les gens qui étaient isolés, mais il y a aussi eu une espèce de mouvement des prescripteurs de dire c'est tout, on leur prescrit tout ce qu'ils veulent pour pas qu'ils meurent avec leur fentanyl. Ça a parti surtout de l'Ouest, mais c'est quelque chose qui a été vraiment développé à une vitesse grand V, avec une littérature qui est, je dirais, en émergence et pas tellement de choses qui sont étudiées. Les gens essayent des trucs. J'exagère un peu. On est en train de faire une scoping review de ça pour justement mettre un peu d'ordre dans tout ça. Mais ce que je vais vous présenter, c'est ce que nous, on a fait à Montréal, au CHUM et à Cactus. Donc, essentiellement, je vous ai dit, ils n'ont pas de téléphone. Du jour au lendemain, au CHUM et dans les autres ressources, les infirmières ont tous été envoyées pour faire de la COVID et les patients pouvaient même plus venir physiquement sur place. Et il a fallu faire un certain nombre de développements, de changements de programmes. On a travaillé avec le Collège des médecins pour diminuer les embûches à ce qu'ils aient leurs médicaments à la maison. Mais il restait qu'on était dans une crise où les gens disaient il y a de plus en plus de gens qui prennent le fentanyl, il y a de plus en plus de gens qui sont pas traités. Alors nous, avec Cactus, qui est notre partenaire communautaire, qui était le plus gros site de distribution de seringues et d'injection supervisée, qui est pas très loin du CHUM. Le CHUM ayant un service de médecine des toxicomanies, je dirais, holistique, incluant des traitements à bas seuil. Alors, on a fait ici quelque chose qui est rare dans la vie. Entre le moment où on a fait le premier appel, on dit il faut faire quelque chose, et le moment où on a eu le premier patient, ça a pris 1 mois. Essayez ça dans le réseau. Il y a eu une collaboration de tout le monde, des institutions, etc. Donc, ce qu'on a fait, c'est assez simple, finalement. On a dit, ils peuvent pas venir chez nous. Cactus sont à moitié fermés, ils ont une pièce, puis ils ont du personnel. Donc, on a pris une pièce à Cactus avec un ordinateur. Puis, il y a des intervenants de Cactus qui accompagnaient les gens qui voulaient nous voir, qui voyaient un peu ce qu'ils voulaient. Ils leur donnaient un rendez-vous dans un après-midi. Ils venaient à Cactus, où ils sont confortables. Et nous, on les voyait par télémédecine, comme ça. Et il y avait un lien avec Cactus qui faisait en sorte qu'on pouvait redonner un rendez-vous à Cactus et on leur prescrivait, on envoyait la prescription par fax, tout simplement. Et c'est ça. Donc, je vais vous présenter l'évaluation des résultats de cette étude mixte qu'on a faite entre, en fait, la première date et on a arrêté en mars 2022.
on est en train de mettre à jour, des données sur le dossier, puis des données qualitatives, 20 entrevues qu'on a fait. Ce qui est très intéressant, juste pour vous dire, les programmes en général de méthadone et de Suboxone, comme je dis, sont assez lourds et les taux de rétention vont de 30 à 60 dans un an. Alors, nous, on avait des caractéristiques de personnes qui consomment depuis plus de 10 ans. Le 3/4 n'ont pas de médecin de famille, ils s'injectent des opioïdes, des grandes quantités d'opioïdes, plus de la moitié n'ont pas de logement. 75% sont des personnes expérimentées qui n'étaient plus en traitement parce qu'ils ne voulaient plus rien savoir des traitements. Essentiellement, ils veulent plus les hôpitaux, ils veulent plus rien. Et le tiers avait fait des overdoses dans les derniers 3 mois. Donc, on a eu les 71 premiers patients qu'on a recrutés. La rétention à 6 mois était de 84%, puis la rétention à 12 mois de 80%. Je dois dire qu'on leur prescrivait un agoniste traditionnel plus des courtes durées d'action par-dessus et que 85% ont eu ça et qu'au bout du compte, il y en a quand même un certain nombre qui les ont arrêtés. 60 retenus, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que la majorité sont maintenant dans des programmes traditionnels et sont plus à Cactus. Il y en a un qui est décédé après être allé en prison, puis son programme a été arrêté pendant la prison, et malheureusement, puis il y en a 2 qui ont réintégré quelque part un autre programme. Ce qui est très intéressant, c'est que 4 ont débuté un traitement pour le VIH, 24 ont été recrutés pour l'hépatite B, à peu près tout le monde, ceux qui voulaient pas être traités en général. Et plusieurs ont trouvé un logement. Il y a quand même 16 qui ont fait des surdoses non mortelles. Et comme je vous disais, la plupart avaient des courtes durées d'action. Donc, c'est des combinaisons de médicaments qu'on leur donne. Dans le qualitatif, et je vais faire ça très rapidement, il y a comme 4 moteurs de succès dans tout ça. Le premier moteur, c'est le cadre communautaire. Les gens se sentent confortables, ils ont confiance, ils sont pas méfiants. Et le deuxièmement, c'est le fait que l'intervenant communautaire fasse confiance à l'équipe du CHUM fait en sorte que la personne dit « OK, je vais l'essayer ». Et il y a un support qui est fait au communautaire. Nous, on les voyait pas là, dans ce temps-là. Le troisième, c'est l'offre du traitement et l'inclusion de l'approvisionnement sécuritaire, puisqu'on parle de la courte durée d'action par-dessus la molécule traditionnelle, faisait en sorte que les gens trouvaient qu'on les respectait, en fait, qu'on écoutait ce qu'ils avaient besoin. Puis, on a des témoignages absolument exceptionnels. La technologie, bon, ben, comme on les assistait, puis ils avaient la technologie, c'était confortable. Et quelques-uns d'entre eux, ceci étant dit, un coup qu'ils ont fait confiance à l'équipe, on dit, ben, là, on aimerait ça voir le vrai docteur pour qu'il m'examine pour vrai, puis que je montre les bobos, etc., etc. De là, le transfert. Alors, il y a plusieurs messages et je pense que l'idée, c'est que le TAO, on le sait, est nécessaire, c'est la première ligne de traitement, mais les taux de rétention traditionnels, puis cette expérience naturelle de COVID nous montre qu'il faut vraiment bouger. Je vous ai montré est-ce qu'il y a une autre maladie dans santé mentale où on accepterait que l'antidépresseur le plus récent date de 1966? Tu sais, il y a quelque chose qui a absolument aucun sens. Alors, et effectivement, c'est un domaine qui est assez nébuleux quand il s'agit de faire de la neuroscience avec l'addiction chez des personnes qui sont en carrière de 10, 15 ou 20 ans de consommation, pour des raisons de facteurs confondants, j'oserais dire. Mais il y a là quelque chose à regarder. Collectivement, on doit générer des preuves solides, puis de générer. Cette petite étude-là qui est exploratoire nous montre quand même que avec une étude exploratoire, on peut continuer à développer ce genre de choses. Et dans un même temps, il faut un leadership qui est nécessaire à tous les niveaux. Et je pense que les groupes comme Samsung, les groupes comme l'ICRAS et tout ça sont là pour donner de la crédibilité à ce genre de domaine de recherche où on doit questionner les décisions politiques, morales et stigmatisantes qui sont dans ce domaine aussi. Et voilà. Je veux remercier toutes les personnes qui travaillent dans ce genre de choses, les participants évidemment, et les organismes multiples qui subventionnent beaucoup de recherches.